Nous sommes toujours sous le commandement des États-Unis en ce qui concerne la Chine. Un exemple. Fin mars, le Parlement européen a adopté une résolution concernant le réarmement de l'Europe avec des articles consacrés à la Chine. Ils ont déclaré que la Chine mettait en danger la situation sécuritaire de l'Europe. Bonjour à tous. Ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies et aujourd'hui je m'entretiens avec le Dr Uroš Lipušček, un collègue slovène et professeur à l'Université méditerranéenne. Il est l'ancien directeur de l'Université AAB, correspondant et rédacteur pour la RTV slovène, et il a également travaillé comme consultant pour la mission de l'OSCE au Kosovo. Le Dr Lipušček a travaillé partout dans le monde et entretient des liens étroits avec le Sud global. Ainsi, la montée des BRICS et le nouvel ordre multipolaire sont les sujets que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Dr Lipušček, bienvenue. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir accepté. Vous étiez récemment en Chine et nous en parlerons dans un instant. Mais vous savez, aujourd'hui nous enregistrons cette vidéo le vendredi 13 juin et nous venons d'apprendre la terrible attaque d'Israël contre l'Iran, visant Téhéran, des complexes résidentiels privés ainsi que l'installation nucléaire de Natanz. Je pense que nous devons commencer par cela, car vous avez également une certaine expérience de travail avec l'Iran. Quelle est votre analyse de la situation? Cela pourrait être une guerre bien plus importante, le début d'une guerre beaucoup plus vaste au Moyen-Orient. Mais cette nouvelle ne m'a pas surpris, car je pense que Netanyahou essayait d'empêcher le président américain Trump de conclure un accord avec l'Iran concernant ce problème. Hier, Trump a déclaré qu'ils étaient de bons partenaires et qu'ils allaient conclure un bon accord. Je pense qu'Israël essaye d'empêcher cela à tout prix. Nous risquons une guerre grave car la Russie a un accord de sécurité avec l'Iran. Quelle sera leur réaction? Nous ne le savons pas. Ensuite, il y a un troisième partenaire, la Chine. La Chine importe environ un tiers de son pétrole d'Iran et il pourrait être très difficile pour elle de s'en passer. Et il y a les États-Unis, d'autre part, qui soutiennent Israël. Et je pense que l'objectif de Netanyahou est d'impliquer les États-Unis dans ce conflit. Cela pourrait être une crise grave impliquant toutes les plus grandes puissances mondiales. Pensez-vous que les Européens vont réagir à cet acte de guerre? C'est un acte de guerre, c'est un acte d'agression d'Israël contre l'Iran. Pensez-vous que les Européens vont réagir comme ils l'ont fait lorsque la Russie a envahi l'Ukraine et imposé une quelconque sanction à Israël? J'espère que non. Mais je pense que la Grande-Bretagne soutiendra les États-Unis, quelle que soit la décision prise à Washington. Mais les autres États européens, je pense qu'ils hésiteront à se joindre. Vous savez pourquoi? Je suis encouragé par le fait que toutes les puissances européennes ont soutenu la résolution au Conseil de sécurité il y a une semaine, qui demandait à Israël de cesser son intervention et de permettre l'aide humanitaire. Comme cela a été opposé par un veto des États-Unis, l'Assemblée générale a ensuite adopté une résolution. Un seul pays européen, la Hongrie, s'y est opposé. Je pense que la pression de l'opinion publique sur les gouvernements augmente aussi en Europe. Je pense qu'ils ne peuvent plus soutenir Israël. Je pense que la situation est en train de changer. Mon interprétation est qu'Israël essaie activement de provoquer une contre-réaction de l'Iran et cherche bien sûr à susciter des frappes militaires contre lui-même afin de reprendre le contrôle du récit, y compris en Europe. Pensez-vous également que le désespoir d'Israël fait partie des causes de cette attaque?
Oui, je pense qu'avec cette attaque, ils essayent de provoquer l'Iran parce que l'Iran possède, je ne sais pas, 1000 ou 2000 missiles. Ils pourraient littéralement détruire Tel Aviv ou quelque chose comme ça. Cela pourrait être une raison pour laquelle Israël va essayer de regagner la solidarité des pays européens et aussi des États-Unis. Car sur le théâtre européen, l'opinion publique est en train de changer. Désormais, pour la première fois, les gouvernements européens hésitent à soutenir l'agression d'Israël. De plus, notre pays, un petit pays, la Slovénie, qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, a été encouragé à être coordinateur de la dernière résolution. Même les plus petits pays européens commencent à adopter une position plus de principe contre ces choses horribles qu'Israël fait, surtout à Gaza et le génocide. Vous avez également travaillé au Kosovo et avec de nombreux pays du Sud global. Quel est votre point de vue sur la manière dont, disons, même des endroits comme la Serbie, de l'ancienne Yougoslavie, perçoivent actuellement ce qui se passe à Gaza, ainsi que la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Les anciennes républiques yougoslaves, dans le contexte européen, se trouvent-elles dans une sorte d'espace intermédiaire avec des interprétations différentes de la situation? Comme on le voit avec la Serbie, qui reste farouchement neutre, tandis que la Croatie et la Slovénie adoptent des politiques différentes. Pouvez-vous nous donner un peu d'éclairage à ce sujet? Oui, je pense qu'ils sont divisés. D'un côté, la Slovénie et la Croatie sont pro-européennes. Elles font tout ce qu'elles doivent faire et ce qu'on leur demande à Bruxelles. C'est malheureusement la situation. Mais d'un autre côté, il y a la Serbie, qui est un cas particulier. Le président Vučić essaye de ménager la chèvre et le chou, d'être à la fois pro-russe et pro-européen. Il aimerait que la Serbie soit admise dans l'Union européenne. C'est pourquoi il a assisté au 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale à Moscou. Mais hier, il a rendu visite à Kiev. Il était en Ukraine. Et puis d'un autre côté, il vend aussi des armes et des munitions à l'Ukraine. Et il exporte également des armes vers Israël. Vous savez, c'est une situation un peu différente dans les Balkans. Mais je pense qu'en ce qui concerne l'agression actuelle d'Israël, tous les pays des Balkans y seront opposés. Beaucoup dépend de la réaction de l'Union européenne. Mais je pense que l'opinion publique est en train de changer. Je pense qu'Israël ne peut plus obtenir aucun soutien. Ici, même en Allemagne, l'ambiance évolue, ce qui est très important, car l'Allemagne est le pays le plus important, surtout avec le nouveau chancelier. Il a été contraint par les partis d'opposition de réagir contre l'agression. Ce que nous devrions observer, c'est la réaction de la présidente de l'Assemblée générale des Nations unies. Il s'agit de la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. Elle était peut-être la politicienne la plus pro-israélienne d'Europe. Et je ne sais pas comment elle va réagir maintenant, mais je ne pense pas qu'elle puisse avoir une quelconque influence sur l'opinion publique en Europe et aussi en Allemagne. Ce qui m'a surpris aujourd'hui concernant les attaques contre l'Iran, c'est que les États-Unis, M. Rubio, le secrétaire aux Affaires étrangères, a en fait déclaré que les États-Unis n'avaient aucune implication dans ces attaques. Il a dit qu'il avait averti Israël de ne pas viser les forces ou les intérêts américains. Il n'a en réalité pas dit que l'Iran ne devait pas frapper Israël. Il ne l'a pas dit. Il a dit « ne frappez pas les États-Unis ». Est-ce aussi un changement dans la manière dont les États-Unis manifestent leur soutien en ce moment? Ou est-ce, selon vous, simplement de la poudre aux yeux pour l'instant? C'est un petit changement, mais j'ai l'impression que si le président Trump, lors de sa dernière conversation téléphonique avec Netanyahou, avait insisté pour qu'Israël n'attaque pas, Israël ne l'aurait pas fait.
Parce que, vous savez, le président Trump détient toutes les armes et toutes les cartes en main. S'il arrêtait de fournir des armes à Israël, Israël ne pourrait rien faire, vous voyez. Par conséquent, je pense que les Américains jouent sur les deux tableaux. Et, vous savez, malheureusement, ils sont sous la forte influence du lobby israélien. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils sont là. Et vous savez ce qui est aussi important? Ils n'ont pas dit qu'ils défendraient Israël. Non, ils ne l'ont pas dit. Vous savez, ça pourrait être une pression sur Netanyahou pour qu'il n'aille pas plus loin dans la guerre, car il a dit que ce n'était que la première attaque et qu'il y en aurait plusieurs. Et peut-être que cela pourrait être une pression sur Netanyahou pour qu'il n'aille pas plus loin dans ses attaques. Oui, et cela pourrait également être un moyen pour les États-Unis d'éviter d'avoir à recourir immédiatement à la force militaire contre l'Iran si ce dernier choisissait de riposter, selon la manière dont il le ferait. Mais nous savons aussi que la Russie joue un rôle important dans cette affaire. Il y a seulement quelques jours, la Russie a officiellement déclaré et accepté qu'elle essaierait d'aider les États-Unis à négocier une forme d'accord nucléaire avec l'Iran. Et vous avez déjà mentionné que l'Iran et la Russie, bien sûr, ont des accords de sécurité. Selon vous, comment la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et le fait que les États-Unis souhaiteraient également y mettre fin, vont-ils influencer la situation explosive actuelle au Moyen-Orient? Je pense que cette guerre, ce qui s'est passé maintenant au Moyen-Orient ou en Iran, n'est pas dans l'intérêt de l'administration Trump ni des États-Unis. D'abord, il a beaucoup de problèmes internes. Ensuite, cela pourrait devenir une guerre beaucoup plus vaste. Et ce n'est pas non plus dans son intérêt. Pourquoi? Vous savez, c'est aussi un problème parce que l'Iran a dit que s'il était attaqué par Israël, il détruirait des champs pétrolifères dans plusieurs pays voisins, y compris l'Arabie saoudite. Si cela se produit, cela pourrait être le début d'une récession, voire, je ne sais pas, d'une dépression de l'économie mondiale. Les États-Unis ne sont pas actuellement dans une situation où ils peuvent se permettre de ne pas réagir. Je pense que les États-Unis vont essayer de forcer Israël à ne pas continuer, car cela pourrait provoquer une crise trop grave, non seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde entier. De plus, cela pourrait compliquer la situation avec les autres grandes puissances, car désormais, les Américains vont tenter d'obtenir une forme de conciliation avec les Chinois. Cela aura également un impact sur la guerre en Ukraine. Nous ne savons pas. Je suis sûr, vous savez, que les Russes, à mon avis, ne réagiront pas ou n'enverront pas l'armée pour aider les Iraniens. Je l'espère. Si cela se produit, les Américains seront obligés d'intervenir. Et cela pourrait devenir une guerre entre les États-Unis et la Russie, et une guerre mondiale. Je ne pense pas non plus que cela ira jusque-là, mais il est certain que du matériel militaire russe est en train d'être transféré, a déjà été transféré, et continuera de l'être, n'est-ce pas? La question est donc de savoir si la crise sera contenue telle qu'elle est, ou si elle deviendra une guerre totale, impliquant effectivement du personnel américain ou non. Mais, peut-être pourrions-nous passer à une discussion sur la Chine, car vous avez récemment visité la Chine, et vous y êtes resté non seulement plusieurs semaines, mais plusieurs mois, puisque vous y enseignez. Et vous m'avez dit que ce que vous avez vécu vous rend en fait assez optimiste. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Vous savez, j'ai été correspondant en Chine pendant presque 9 ans et j'ai quitté la Chine à bord de l'un des derniers avions avant le début de l'épidémie de Covid. Je suis parti pour des vacances de 3 semaines et j'ai fini par rester ici pendant 5 ans. Après 5 ans, je suis retourné en Chine. Je dois vous dire que c'est un pays complètement transformé. Ils ont une volonté, le pays se développe à une vitesse incroyable.
Il est en train de devenir une puissance technologique de premier ordre, bien plus développée dans certains cas que même des États européens. J'ai visité par exemple une foire à Ningbo qui était consacrée aux pays d'Europe centrale et orientale. Je me demandais ce que les pays européens pouvaient exporter vers la Chine. Rien. Vous savez ce qu'ils exportent? Du vin, de la nourriture, du fromage et ce genre de choses. Parce que la Chine est en train de devenir une puissance technologique de premier plan, je pense que la seule solution pour les pays européens est ce type de situation gagnant-gagnant, comme le dit le président Xi Jinping, en matière de commerce. Nous devrions commencer à coopérer avec la Chine dans toute la mesure du possible. Premièrement et deuxièmement, vous savez, les Chinois sont actuellement dans un état d'esprit très optimiste, et c'est le signe que tout pays en pleine ascension est très optimiste. Mais lorsqu'un pays est en déclin, il devient alors très agressif. C'est le cas, par exemple, des États-Unis d'Amérique. Parce que j'ai vécu de nombreuses années aux États-Unis et que je vis maintenant en Chine, je peux comparer cela. La Chine est dans une dynamique pleinement optimiste et les États-Unis dans une dynamique pleinement pessimiste. Voici l'impression que j'ai eue de la Chine. De plus, les Chinois n'interfèrent pas dans les affaires étrangères des autres pays. C'est très important. L'objectif des Chinois est d'entretenir de bonnes relations avec tout le monde, de commercer, de se faire des amis et de construire des infrastructures partout dans le monde. L'Amérique, en revanche, exporte des armes, des crises et des armées, tandis que la Chine développe la nouvelle route de la soie, des trains et des infrastructures. C'est la grande différence. Ce qui m'a également impressionné, c'est que pour la première fois, la Chine a été mieux classée que les États-Unis dans un sondage d'opinion publique réalisé en Europe concernant le soft power et la richesse globale. C'était la première fois. Cela signifie que les gens perçoivent la Chine de manière plus positive que les États-Unis. C'est en effet un changement majeur. Mais je pense que les images qui nous parviennent de Chine, notamment sur les réseaux sociaux, montrent que les Chinois ont une très bonne qualité de vie. Et la Chine est absolument un partenaire fiable dans les relations internationales, bien plus que les États-Unis, qui imposent toutes ces taxes, aussi bien à leurs adversaires qu'à leurs alliés. Et ils agissent de manière erratique, pas seulement depuis l'administration Trump, mais aussi sous Biden et les administrations précédentes. Honnêtement, on ne peut pas compter sur les États-Unis, n'est-ce pas? Ils concluent un accord un jour, ils le rompent le lendemain. Et cela ne date pas seulement de Donald Trump. C'était déjà le cas auparavant. Et la Chine, dans ce sens, paraît aujourd'hui beaucoup moins autoritaire, n'est-ce pas, dans les relations internationales. La question, selon moi, est de savoir si les Européens, qui suivent encore les États-Unis dans une grande partie de la rhétorique anti-chinoise, vont aussi évoluer sur le plan politique. Je l'espère, car nous sommes toujours sous l'influence des États-Unis en ce qui concerne la Chine. Un exemple. Fin mars, le Parlement européen a adopté une résolution sur le réarmement de l'Europe, avec des articles consacrés à la Chine. Ils ont déclaré que la Chine mettait en danger la situation sécuritaire de l'Europe, que la Chine s'opposait à l'ordre international fondé sur des règles, etc., et que la Chine, avec la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord et l'Iran, figurait parmi les pays les plus dangereux menaçant la paix mondiale, et ainsi de suite. Les Chinois ont été très mécontents de cette résolution. Voilà une partie de l'histoire. La deuxième chose, c'est que désormais même la Commission européenne, qui n'était pas vraiment favorable à de bonnes relations avec la Chine parce qu'elle était sous domination américaine, commence à faire évoluer la situation. Dans la situation. À la mi-juin, la plus haute délégation de l'Union européenne se rendra à Pékin pour entamer des discussions sur la coopération.
car je pense que la seule façon pour l'Europe de continuer à développer notre mode de vie et notre niveau de vie est de commencer à coopérer avec la Chine. Un problème est, oui, je dois l'admettre, qu'est-ce que l'Europe pourrait exporter vers la Chine? Parce que nous n'avons pas assez investi. Les Chinois sont désormais engagés dans le développement, la recherche et l'éducation, entre 5% et 10%, vous savez, selon la région. Mais l'Europe est à 3%, vous savez, c'est une grande différence. Par conséquent, nous ne pouvons plus rattraper notre retard. Et je pense que ce sera un très grand choc en Europe, un choc civilisationnel, lorsque nous réaliserons que désormais, les Chinois rachètent nos entreprises en faillite en Europe et lancent la production avec leur propre technologie qui n'est plus européenne. Avant, nous protégions notre technologie en Chine pour qu'elle ne soit pas volée. Maintenant, la situation va s'inverser. Les Chinois commencent à protéger leur propre technologie ici, en Europe. Cela pourrait être une situation complètement différente. C'est, je pense, un choc civilisationnel pour nous. Oui, mais c'est là que ça doit aller. Parce que la Chine est aujourd'hui l'une des nations les plus développées au monde en matière de haute technologie. En réalité, les seuls qui, dans certains secteurs, peuvent encore rivaliser avec elle ou la surpasser, ce sont les États-Unis. Et il y a bien sûr certains secteurs dans lesquels d'autres ont des avantages compétitifs. Par exemple, si l'on regarde la production de microprocesseurs, la technologie pour les puces les plus avancées est encore jalousement gardée par les Japonais et les Néerlandais, les machines de lithographie. Mais dans l'ensemble, à l'échelle où une civilisation peut réellement produire des voitures, des avions, des trains, de l'acier, du fer, etc., la Chine a tout cela. Et la Chine a également prouvé qu'elle tient désormais les Européens et les Américains là où ça fait mal, avec ces terres rares. Je pense que cela a été un véritable choc, surtout pour les États-Unis, de découvrir que leur technologie et leur équipement militaire sont aussi vulnérables face à un monopole détenu par la Chine. Oui. Et vous savez, je pense que nous devons nous concentrer non seulement sur la Chine, mais aussi sur l'Inde et les autres pays des BRICS, car la Chine est la plus importante. Je pense que l'avenir de l'Europe n'est pas de se concentrer uniquement sur l'exportation vers les États-Unis et d'être dépendante des États-Unis en permanence, mais d'élargir cette perspective et de faire partie d'une échelle plus grande, d'une vision plus large. Et cela, c'est les BRICS. Je pense que les BRICS représentent l'avenir du monde et nous devons les rejoindre. Je pense que c'est la dernière fois, le dernier moment, pour que l'Europe change d'état d'esprit. Mais malheureusement, je ne suis pas très optimiste à ce sujet, car nos dirigeants en Europe ne pensent qu'à l'armement, aux armes, à la manière de vaincre militairement la Russie, et ainsi de suite. Et ce n'est pas bon signe. Je pense qu'en Europe, nous avons besoin d'un nouveau type de dirigeants, des dirigeants qui auront la vision qu'avaient, par exemple, Brandt et Kohl. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ce ne sont que des personnes dévouées au militarisme. Et je pense que si cela continue, nous aurons une nouvelle guerre en Europe. Et ce sera la fin non pas de la civilisation européenne, mais de la position permanente de l'Europe dans le monde. Mais pensez-vous que cette dynamique de guerre puisse continuer? Je veux dire, cela m'inquiète beaucoup aussi. Mais nous voyons que l'Union européenne présente des fractures, n'est-ce pas? La Hongrie n'est pas sur la même ligne concernant la manière dont l'UNEPOR souhaite aborder la Russie, même si elle continue d'approuver les paquets de sanctions. Nous avons aussi la Slovaquie, qui a une perception différente de ce qu'il faudrait faire. Et nous constatons des divisions également dans d'autres États européens. Nous voyons maintenant des fractures aussi concernant Israël et Gaza, n'est-ce pas? L'Espagne et l'Irlande ont pris des directions différentes du reste dès le début. L'unité de l'Union européenne, à mon sens, semble en réalité s'éroder.
Ou comment voyez-vous cela? Je pense que ça s'effrite. Même l'Italie dit ouvertement « Nous n'enverrons pas de soldats en Ukraine, sous aucune forme ». Et je pense qu'il y a des fissures. Mais pour l'instant, la Hongrie et l'Italie ne suffisent pas. Je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait un changement positif dans les plus grands pays européens. Je pense que le premier dans cette lignée, c'est la France. Le président français est, comment dire, une plaisanterie. Un jour, il dit une chose, le lendemain, il dit le contraire. Je pense que la situation devrait être différente en France et aussi en Allemagne. Le problème en Europe, c'est que les partis conservateurs sont plus ou moins attachés à la paix en Ukraine à la fin de la guerre. Mais les anciens partis libéraux, classiques, qui sont maintenant au pouvoir en Europe, sont pour la guerre avec la Russie. C'est une sorte de contradiction. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense qu'en Europe, nous allons avoir une situation terrible et nous ne pouvons pas permettre ce que je considère comme le réarmement de l'Allemagne. C'est ce qui se passe en Allemagne. C'est très dangereux. C'est maintenant la 3e fois en 100 ans que l'Allemagne se réarme. Le chancelier allemand a dit que l'Allemagne aura la plus forte armée d'Europe. C'est très dangereux. Certains politiciens en Allemagne rêvent aussi d'armes atomiques. Ce qui se passe actuellement en Iran pourrait également influencer la décision des Allemands d'acquérir des armes atomiques. Peut-être aussi les Coréens et d'autres pays dans le monde. Car il devient maintenant très clair que si vous possédez des armes atomiques, personne ne peut vous attaquer. Personne ne peut traiter avec vous. Cela pourrait également être une situation en évolution en Europe. Je ne sais pas comment nous pourrions forcer les dirigeants européens à changer la situation. Vous savez pourquoi? Parce que le mouvement pacifiste en Europe est très faible. C'est le problème également aux États-Unis. Je pense qu'il faudrait qu'il se passe quelque chose de terrible pour que les Européens comprennent que nous avons complètement changé la situation et que notre avenir ne réside pas dans l'armement. Car 2 fois dans notre histoire, la situation a été terrible à cause de l'armement. Et j'espère que nous ne répéterons pas cela une 3e fois. Je l'espère aussi. Mais malheureusement, ce que nous constatons également au sein de l'Union européenne, c'est une poussée accrue vers des tendances autoritaires dans les pays qui prétendent défendre la démocratie. Nous voyons que les Allemands envisagent d'interdire leur principal parti d'opposition, l'AfD. Nous avons vu qu'en Roumanie, il y a eu une élection présidentielle très problématique où le favori a tout simplement été interdit de se présenter pour des raisons très contestables. Et cela était très problématique. J'ai également eu une discussion avec des collègues polonais qui m'ont dit « Regardez en Pologne aussi, le gouvernement actuel réprime la dissidence politique. » Nous voyons Kaja Kallas, la responsable de la politique étrangère, qui a maintenant inclus 2 journalistes allemands, des ressortissants allemands résidant en Russie, dans le paquet de sanctions. C'est une évolution inquiétante. Mais savez-vous quelle est mon opinion? Si l'Union européenne devient une organisation autocratique, je pense que ce sera le début de la fin de l'Europe. Ce qui est également très dangereux, c'est que dans la dernière résolution adoptée par le Parlement européen, il y avait un article disant que l'Union européenne devrait passer du consensus à la majorité qualifiée. C'est très dangereux, surtout pour les petits pays, car désormais, 1 ou 3 grands pays européens pourraient décider du sort de l'Union européenne, et tous les autres petits États ne seraient que des observateurs. C'est une tendance qui est désormais privilégiée par les plus grands pays et aussi par une majorité au sein de la Commission européenne, en particulier par la présidente de la Commission européenne.
Je pense que nous devons empêcher cela. L'Union européenne a été créée comme un projet économique, un projet de paix, et maintenant, nous sommes en train de devenir presque une organisation à moitié OTAN. Cela pourrait être très dangereux. De plus, nous ne pouvons pas permettre que nous devenions de simples observateurs et que seule l'Allemagne, peut-être la France et peut-être un troisième pays décident de l'avenir de l'Union européenne. Si cela se produit, je pense que ce sera la fin de l'Union européenne. Alors, votre propre pays, la Slovénie, quelle a été votre expérience en tant que petit et nouveau membre de l'Union européenne? Jusqu'à présent, vous savez, nous étions les meilleurs élèves. Nos politiciens faisaient tout ce que Bruxelles leur ordonnait. Et puis notre opinion publique est divisée. Les partis conservateurs et de droite soutiennent complètement la Commission de Bruxelles. Les partis libéraux aussi. Nous n'avons pas non plus de politiciens avec une vision à long terme de ce qui pourrait arriver. Être petit n'est peut-être pas non plus une bonne chose, car on n'a pas assez de pouvoir pour peser sur quelque chose. Que s'est-il passé? Notre présidente a déclaré au Parlement européen. Elle a été la première femme politique de plus haut rang en Europe à utiliser le mot « génocide » pour ce qui se passait à Gaza. Aucun autre politicien en Europe n'a encore utilisé ce mot. Mais elle a dit, vous savez, que c'était un génocide. Et ce qui se passe, aucune réaction. Si par exemple, un chancelier allemand disait au Parlement européen que c'est un génocide, je pense qu'il y aurait une révision complète de la politique européenne. Par conséquent, en tant que petit pays, nous n'avons pas assez d'influence. Je pense que la plus grande erreur de notre diplomatie est de ne pas former une coalition de certains petits et moyens pays européens pour être unis. Parce que maintenant, ce que disent les Allemands fait loi. Et par exemple les Français ou peut-être les Italiens. Mais les autres, nous ne faisons que regarder. Je pense que nous devons créer une nouvelle coalition de petits partis afin d'avoir une voix plus forte, car nous ne pouvons pas permettre qu'on nous enlève le consensus. Parce que la promesse, c'est que c'est un club démocratique, non? Et tout le monde a les mêmes droits. Mais comme Évariste Bartolo, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Malte, me l'a un jour expliqué, l'Union européenne est comme un vieux train avec 3 classes. Et selon la taille, on s'assoit en première, deuxième ou troisième classe. Et la plupart des États sont en troisième classe. Mais alors, quelle est encore l'attraction pour la Slovénie? Je ne pense pas que quelqu'un en Slovénie envisage une sortie de l'Union européenne, n'est-ce pas? Il y a toujours un avantage global. Mais si l'on compare l'avantage aujourd'hui à celui qu'il y avait lorsque la Slovénie a rejoint l'Union européenne, est-ce que le calcul est toujours le même ou cela a-t-il changé? Je pense que pour nous, l'existence de l'Union européenne est une condition sine qua non. Vous savez, l'Union européenne a apporté beaucoup de choses très positives, notamment le développement économique, etc. en Europe. Pour nous, il est essentiel que l'Union européenne reste une organisation démocratique et prospère. Mais d'un autre côté, si l'Union européenne venait à disparaître ou à se désintégrer, cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de guerre en Europe. Et vous savez, nous ne serions pas attaqués par la Russie. Désolé, nous pourrions être attaqués par les pays voisins, car la Slovénie a connu une histoire malheureuse. Au cours de notre histoire, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, et même avant, nous avons été divisés par différents pays voisins, et cela pourrait se reproduire. C'est pourquoi, pour nous, il est essentiel que l'Union européenne demeure une organisation prospère et forte. La tendance actuelle en Europe, où seuls les plus grands pays décident du sort de l'ensemble de l'Union européenne, est très dangereuse. En théorie, l'Union européenne a encore un grand potentiel pour apaiser les conflits.
Par exemple, la question nord-irlandaise a pratiquement disparu lorsque le Royaume-Uni et l'Irlande faisaient tous deux partie de l'Union européenne. Elle a tout simplement disparu. En théorie, si la Serbie et le Kosovo rejoignaient l'Union européenne, ce problème serait également en grande partie résolu. On pourrait européaniser ces conflits. Mais en pratique, cela semble très lointain, n'est-ce pas? Si l'Union européenne venait à disparaître, ce que j'espère ne jamais voir arriver, cela marquerait le début d'une nouvelle série de petites crises. Tous les problèmes passés referaient surface. De plus, en ce qui concerne les Balkans sont très instables et je crains que si et lorsque la guerre en Ukraine prendra fin, une nouvelle crise éclatera dans les Balkans, car la région devient très instable. Vous savez pourquoi? Par exemple, pourquoi diable le gouvernement britannique a-t-il décidé de signer un accord sur les armes avec la Bosnie-Herzégovine? Pourquoi en ont-ils besoin? À mon avis, c'est pour s'ingérer dans les affaires européennes avec le MI6 et je ne sais quelles autres forces. Deuxièmement, par exemple, la Croatie a signé un accord de coopération militaire avec le Kosovo, l'Albanie et la Bulgarie. Pourquoi diable avons-nous besoin de ce genre de coopération militaire? Et puis de l'autre côté, la Serbie a signé un accord militaire avec la Hongrie. C'est étrange. Au lieu d'une coopération renforcée, dans les Balkans, nous mettons davantage l'accent sur la coopération militaire. Cela signifie que tout le monde se prépare à la guerre. Ce n'est pas une bonne situation. Si vous regardez ce qui se passe, la Serbie est entourée de pays européens, de pays membres de l'OTAN. Quel est le problème avec la Serbie? Ce qui se passe en Serbie, c'est que d'une part, les gens en ont assez de la corruption et de l'inefficacité du gouvernement. Mais d'autre part, je pense que la situation n'est pas très claire. Il se pourrait aussi que ces manifestations soient une sorte de révolution de couleur qui aurait été influencée par certains pays étrangers. Par conséquent, je crains vraiment qu'aujourd'hui, les Balkans, qui ont été une poudrière dans l'histoire, ne voient cette situation se répéter. J'espère que la Commission européenne accordera beaucoup plus d'attention aux Balkans et qu'elle encouragera et accélérera le processus pour que ces pays des Balkans deviennent membres de l'Union européenne le plus rapidement possible. Car c'est la seule façon d'assurer une situation pacifique et d'éviter les ingérences étrangères. Il faut admettre qu'actuellement, dans la région des Balkans, il existe des conflits entre, disons-le, les services secrets de puissances étrangères, en particulier les grandes puissances, russes, américaines, britanniques, allemandes. Tous cherchent à exercer le plus d'influence possible sur les pays des Balkans. Je n'étais pas au courant qu'il y avait des accords de sécurité conclus avec différents pays des Balkans par des forces extérieures, à la fois au sein de l'UNA BOK et en dehors de l'UMIL. C'est en fait une nouveauté pour moi, mais tu as tout à fait raison. Pourquoi le Royaume-Uni aurait-il des accords militaires avec la Bosnie-Herzégovine? Et cela me rappelle beaucoup la montée des tensions dans les décennies précédant la Première Guerre mondiale, qui a finalement commencé dans les Balkans. Je veux dire, l'histoire européenne, l'histoire des Balkans, c'est l'histoire de l'Europe. C'est toujours un point névralgique pour ce qui se passe politiquement ailleurs. Y a-t-il d'autres accords militaires de ce type en cours actuellement? Je veux dire, existe-t-il des accords militaires entre la Russie et la Serbie, ou quelque chose de ce genre? Non, non, non. Les Russes, vous savez, ils sont pro-serbes. Et je pense que la question principale est, la Serbie restera-t-elle dans l'orbite russe ou dans l'orbite européenne ou américaine? Parce que aussi, ce qui s'est passé dans le passé, c'est que lorsque le Kosovo est devenu un pays indépendant, c'était une sécession. Et le Kosovo est devenu un pays indépendant sans aucun référendum ni rien de ce genre. Par exemple, la Crimée en Russie, ou plutôt en Ukraine, ils ont organisé un référendum.
et l'Occident n'admet pas que la Crimée fait partie de la Russie, même s'il y a eu un référendum, etc. Mais le Kosovo est devenu un pays indépendant sans aucun référendum. Ils ont simplement décidé de faire sécession, que le Kosovo deviendrait un pays indépendant. C'était une décision surtout poussée par les États-Unis. Oui, c'est bien là l'hypocrisie, n'est-ce pas? Cette hypocrisie est aujourd'hui observée et comprise par une grande partie du monde, à l'exception des Européens. Mais, vous savez, les pays d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie regardent tout cela et voient effectivement les incohérences, la manière incohérente dont agissent les Européens. Pensez-vous cependant que des forces extérieures comme la Chine et l'ASEAN pourraient à l'avenir proposer de meilleures idées? À l'image de la Chine qui a présenté une proposition pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ils ont proposé un plan cadre en 10 points, aucun n'a été retenu, mais il a été plutôt bien accueilli à la fois à Moscou et en Ukraine. Les deux ont remercié la Chine. Avez-vous de l'espoir que d'autres États, comme ceux des BRICS, puissent peut-être aider les Européens à mieux s'entendre sur leur propre continent? To get along a little bit better on our own continent. I hope so, but also BRICS, Je l'espère aussi, mais avec les BRICS, vous savez, les Chinois ont cette idéologie confucéenne de l'harmonie, ce qui est positif. Mais d'un autre côté, il existe des tensions entre l'Inde et la Chine. Les BRICS ne peuvent pas réagir pour l'instant. Ils doivent d'abord régler tous leurs problèmes internes avant de pouvoir influencer positivement d'autres pays, en particulier la Chine. En Europe, il y a le groupe 16+1, qui regroupe des pays d'Europe centrale et orientale ayant un accord spécial de coopération avec la Chine. Cela fonctionne très bien. Mais la Commission européenne n'a pas été très encouragée par ces groupements, car elle estime que la Chine s'immisce dans les affaires intérieures des pays européens. Mais de quelle manière? Par exemple, les Chinois construisent des infrastructures en Serbie, en Croatie et dans d'autres régions. Je pense que l'Union européenne devrait également encourager ce type de coopération, car cela aide tous ces pays à se développer davantage. Je pense que Bruxelles ne prête pas suffisamment attention aux régions les moins développées de l'Union européenne, et cela est particulièrement vrai pour le sud des Balkans. Il existe de grandes différences, et la Chine apporte son aide. Par conséquent, la Chine devient très populaire, de plus en plus populaire, parce que les gens voient qu'ils construisent des infrastructures. Ce phénomène ne concerne pas seulement les Balkans, mais le monde entier. Les Chinois sont également accusés de néo-impérialisme. Pourquoi? Parce que, par exemple, lorsqu'un pays comme le Sri Lanka construit un port, il contracte de nombreux prêts et ne peut pas les rembourser. Cela peut poser problème. Mais ce n'est pas un problème propre à la Chine. C'est aussi un problème pour ses gouvernements. Pourquoi? Parce que je pense que le vrai problème, c'est que la durée des prêts ne devrait pas être de 10 ans, mais de 20 ou 30 ans pour les pays les moins développés. Voilà le problème. Sinon, ce que font les Chinois est très positif. Par exemple, dans quelques années, ils vont terminer le chemin de fer transafricain, sans déclaration officielle. Oui, la manière dont la Chine procède actuellement à ses investissements étrangers, investissements directs à l'étranger et aide publique au développement, vise en réalité à aider d'autres États à développer leurs infrastructures. Et l'accusation de piège de la dette lancée par l'Occident contre la Chine est tout simplement risible. Car c'est exactement ainsi que les pays occidentaux, depuis longtemps, à travers le FMI et la Banque mondiale, exerçaient et exercent encore un pouvoir extrême sur les États en développement. Ils s'assurent que ces pays reçoivent suffisamment d'argent pour devenir dépendants, mais pas assez pour rembourser. Mais peut-être, pour finir, quelle est votre prédiction concernant les pays des BRICS? Et comment l'existence des BRICS va-t-elle changer la manière dont les Européens agissent
sur ce continent eurasiatique partagé? act on this, shared Eurasian continent? I think that this is some kind of Je pense qu'il s'agit d'un nouveau mouvement d'alignement. Je crois que c'est l'avenir, car ils sont très pacifiques et essayent de développer le monde entier, en accordant beaucoup d'attention aux pays les moins développés. Par exemple, la Chine a été la première à éradiquer les régions les plus pauvres qu'elle possédait. Et ils suivent la même recette dans d'autres pays, notamment en Afrique, qui est la prochaine sur la liste. Bien sûr, les pays des BRICS ont certains problèmes internes, mais je pense qu'il y aura un nouveau système. Je pense que les BRICS auront, dans 5 ou 10 ans, leur propre système. Mais pour l'instant, ça dépend. S'il doit y avoir un nouvel ordre mondial commun réunissant l'Occident et les BRICS, ou si les Américains refusent d'admettre qu'ils doivent changer d'attitude, alors il y aura 2 ordres mondiaux. L'un, l'ordre mondial occidental, et l'autre, l'ordre mondial des BRICS. Mais les BRICS seront bien plus puissants, car l'Occident ne représente que 10% ou 11% de la population mondiale, et le reste, ce sont les BRICS. Et le PIB des BRICS ne cesse de croître. Je pense que l'Occident sera contraint de commencer à coopérer avec la Chine et avec les BRICS, surtout parce que ces pays deviennent désormais très avancés technologiquement, dans certains cas même plus avancés que les pays occidentaux. Je pense qu'aujourd'hui, nous, en Occident, sommes du côté des perdants. Si nos responsables politiques ne réalisent pas que nous devons les rejoindre, alors ce sera, à mon avis, la fin de toute influence de l'Europe dans les relations internationales. Je vois les choses comme vous. Oui, tant qu'il n'y aura pas plus de coopération et à terme, une adhésion des États européens aux BRICS, l'Europe sera laissée pour compte et deviendra le parent pauvre du monde. Mais Dr. Uroš Lipuščák, pour les personnes qui souhaitent découvrir vos écrits, où doivent-elles aller? Où peuvent-elles vous trouver? Where should they go? Where should they find you? Je ne suis que sur Facebook. Je contribue régulièrement sur Facebook parce que je suis pour la paix, je suis contre la guerre, je suis contre la Commission européenne et ses tendances autocratiques. Notre pays est si petit et je pense que certains partis dominants m'empêchent désormais d'apparaître dans les médias nationaux grand public parce que je ne suis pas en accord avec la politique officielle, comme vous pouvez le comprendre d'après ce que j'ai dit. Je suis assez critique. Dès le début, nous disions qu'il fallait commencer à dialoguer avec la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine et ainsi de suite. Et les gens, ainsi que les principaux responsables politiques, soutenaient la ligne de Bruxelles, à savoir faire la guerre aussi longtemps que nécessaire contre la Russie. Par conséquent, je suis pour une partie de l'establishment politique en Slovénie, persona non grata. Beaucoup d'entre nous le sont, mais j'ajouterai le lien vers votre profil Facebook dans la description de cette vidéo afin que les gens puissent vous contacter. Dr. Uroš Lipuščák, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup.